À 18 ans, mon père m'a viré et ma sœur a pris ma chambre. J'ai dormi dans ma voiture. 12 ans plus tard, il m'a envoyé un message. En lisant ma réponse, il est resté assis dans son camion à pleurer pendant 1 heure. Je m'appelle Aurélie Dubois. J'ai 30 ans. Tu ne vaux plus la peine qu'on se dérange pour toi, m'a dit mon père, debout dans le couloir, les bras croisés, pendant que ma sœur mesurait la fenêtre de ma chambre pour de nouveaux rideaux derrière lui. J'avais 18 ans. C'était le 14 novembre, il faisait 26 degrés dehors. J'avais 42 € dans ma poche, une Honda Civic de 2003 avec un chauffage défectueux, et personne à appeler. J'ai dormi dans cette voiture pendant 3 nuits d'affilée. Mon téléphone n'a pas sonné une seule fois. Ni ma mère, ni ma sœur, pas une seule âme de la famille qui m'a élevé. 12 ans plus tard, mon père m'a retrouvé en ligne. Il a envoyé un message, s'attendant à des retrouvailles chaleureuses. Ce qu'il a reçu en retour était une réponse qui l'a fait s'asseoir dans son camion et pleurer pendant 1 heure d'affilée. Mais ce qui l'a brisé n'était pas ma colère. C'était la seule pièce à conviction que j'ai jointe. Quelque chose que la fille préférée de son père n'aurait jamais pensé que je trouverais. J'arriverai à cette réponse. Mais d'abord, vous devez comprendre quel genre de famille fait dormir une fille dans une voiture glaciale sans jamais vérifier si elle est en vie. Mon père, Gérard Dubois, a été un marine des États-Unis pendant 14 ans. Il dirigeait notre maison comme il dirigeait son unité, extinction des feux à 22 heures, tâches ménagères sur un tableau de rotation collé au réfrigérateur, et absolument aucun mot de travers. Si vous n'étiez pas d'accord avec lui, vous étiez insubordonné. Si vous éleviez la voix, vous étiez irrespectueux. Et si vous faisiez les deux, que Dieu vous aide. Ma mère, Patricia, était l'opposé. Douce, réservée, le genre de femme qui faisait des biscuits pour les funérailles d'un voisin, mais qui ne pouvait pas regarder son mari dans les yeux quand il était en colère. Elle nous aimait. Je n'en ai jamais douté. Mais l'amour sans courage n'est que de l'observation. Puis il y avait Jocelyne, ma sœur aînée, âgée de 20 ans, l'enfant d'or. Elle avait un don, pas pour l'art, pas pour l'école, mais pour savoir exactement ce que mon père voulait entendre et le lui dire avec un sourire. Oui, monsieur. Vous avez raison, papa. Je m'en occupe. Elle parlait couramment l'obéissance, et dans notre maison, l'obéissance était la monnaie. Moi, j'étais la bruyante, la difficile, celle qui demandait pourquoi quand tout le monde disait « oui, monsieur ». Je n'étais pas une mauvaise enfant. J'ai été sur le tableau d'honneur 2 fois. Je travaillais les week-ends dans un salon de sandwich. Mais je répondais, et dans la maison de Gérard Dubois, c'était un péché impardonnable. La nuit du 14 novembre a commencé par une odeur. Mon père prétendait avoir senti quelque chose d'étrange provenant de l'étage. Il a annoncé, non pas demandé, annoncé qu'il inspecterait les 2 chambres. Je ne m'inquiétais pas. Je n'avais rien à cacher. Il a commencé par ma chambre, a ouvert le tiroir supérieur de mon bureau, et là, il y avait un petit sac Ziploc avec quelque chose de vert à l'intérieur. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Il ne m'a posé aucune question, ne m'a pas donné la chance de parler. Il a simplement pointé le couloir et a dit « Fais tes valises ». J'ai regardé au-delà de lui. Jocelyne se tenait au bout du couloir. Elle n'était pas surprise. Elle n'était pas contrariée. Elle a souri brièvement, rapidement, puis s'est retournée et est partie. Je n'ai pas compris ce sourire. Pas à ce moment-là. Il me faudrait 10 ans pour apprendre ce que cela signifiait. Je me suis tourné vers ma mère. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, un torchon tordu entre les mains, les larmes coulant déjà. « Maman, s'il te plaît, ce n'est pas à moi. » Elle a ouvert la bouche. Rien n'en est sorti. La voix de mon père a coupé le couloir. « Patricia, n'y pense pas. » Elle a fermé la bouche, a regardé le sol et a dit les mots que je porterai le reste de ma vie, pas, ma chérie. Laisse-le se calmer. Je lui parlerai. Elle ne lui a jamais parlé. Pas cette nuit-là. Pas le lendemain. Pas une seule fois en 12 ans. Je suis monté à l'étage. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine plier une chemise. J'ai pris ce que je pouvais. Vêtements, mon portefeuille, mon chargeur de téléphone, une veste qui n'était pas assez chaude. Je n'avais pas de valise. J'ai utilisé un sac poubelle.
Pendant que je fourrais des jeans dans le plastique noir, Jocelyne est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle tenait un mètre ruban. « Je suis tellement désolé que cela arrive, Shell, a-t-elle dit. Sa voix était douce, travaillée. Elle a même penché la tête comme elle l'avait vu faire à la télévision, mais ses yeux balayaient déjà la pièce, la fenêtre, le placard, le coin où se trouvait mon lit. Elle mesurait pour des rideaux avant même que j'aie fini de faire mes sacs. J'ai traîné mon sac dans les escaliers, à travers le salon, jusqu'à la porte d'entrée. Mon père se tenait sur le porche, les bras croisés, la mâchoire serrée. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé au-delà de moi, vers le jardin, vers l'obscurité, vers tout ce qui n'était pas sa fille de 18 ans partant avec un sac poubelle en novembre. Alors que je descendais du porche, j'ai entendu la voix de Jocelyne derrière moi, douce et sucrée, traversant la porte moustiquaire. J'ai essayé de t'avertir, papa. Elle est comme ça depuis des mois. Je me suis assise dans la Honda, j'ai tourné la clé. Le moteur a toussé pour prendre vie. Le chauffage a fait un bruit, puis a soufflé de l'air froid. Juste de l'air froid, 26 degrés, 42 €. Et c'était ça. La première nuit, je me suis garé sur le parking de Walmart sur la route 35. J'ai serré ma veste, j'ai drapé mon seul sweat à capuche de rechange sur mes jambes et je suis resté assise là, le moteur éteint, parce que je ne pouvais pas me permettre de gaspiller de l'essence pour un chauffage qui ne fonctionnait pas. Le pare-brise s'est givré en 1 heure. Je voyais ma respiration. J'ai appuyé mon front contre le volant et je me suis dit que je trouverais une solution le matin. Je n'ai pas dormi, pas une seule minute. La deuxième nuit, je me suis déplacé sur le parking derrière la bibliothèque publique. Plus calme, plus sombre. Je pensais que personne ne me dérangerait là-bas. À 3 heures du matin, une lampe de poche a éclairé ma fenêtre. Un agent de sécurité, un homme plus âgé, moustache grise, uniforme marron. Il a frappé doucement. « Ça va, mademoiselle ?»« Oui, monsieur. » Il m'a étudié un instant, a hoché la tête, et est parti. Cet homme, un étranger dont je n'ai jamais appris le nom, a été la première personne à me demander si j'allais bien dans 48 heures. Pas mon père, pas ma mère, pas ma sœur, un homme avec une lampe de poche et un badge payé 10 francs de l'heure. La troisième nuit a été la pire. Mes doigts se sont engourdis vers 21 heures et ne sont jamais revenus. J'ai essayé d'appeler mon père. Le numéro avait été bloqué. J'ai appelé ma mère. Ça a sonné 6 fois. Pas de réponse. J'ai appelé Jocelyne. Directement vers la messagerie vocale. Je suis resté assise là, fixant mon téléphone. 3 contacts, 3 silences. À 23 heures, j'ai appelé ma meilleure amie, Rachel Leroy. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Aurélie, qu'est-ce qui ne va pas? Je n'arrivais pas à articuler les mots. Ma mâchoire tremblait trop fort. Reste où tu es, a-t-elle dit. Maman arrive. 32 minutes plus tard, des phares ont balayé le parking de la bibliothèque. Diane Leroy est sortie de son monospace et a ouvert la porte de ma voiture. Elle m'a jeté un coup d'œil. Lèvres violacées, doigts blancs, tout mon corps tremblait, et son visage a changé. C'était une infirmière diplômée. Elle savait exactement ce qu'elle voyait. Hypothermie à un stade précoce. 3 nuits de cela. Elle n'a pas dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas dit, parlons-en. Elle m'a enveloppé dans une couverture, m'a aidé à m'asseoir sur le siège passager et a dit la seule chose qui comptait, tu es en sécurité maintenant. C'est la seule chose qui compte ce soir. Je me suis réveillé le lendemain matin dans la chambre d'Amie des Leroy, sous une courte pointe qui sentait l'adoucissant à la lavande. Pendant environ 4 secondes, je n'ai rien retenu. Puis ça m'a frappé. Tout. Et j'ai fixé le plafond pendant que ma poitrine se serrait. L'odeur de flocons d'avoine m'a tiré en bas. Diane était à la cuisinière. Rachel était assise à la table de la cuisine, toujours en pyjama, les yeux rougis comme si elle n'avait pas dormi de la nuit. Personne ne s'est précipité. Personne n'a posé de questions. Diane m'a simplement posé un bol devant moi et s'est assise en face de la table. Puis elle a dit, tu mérites une place à une table où tu n'as pas à te battre pour une assiette. C'était le moment, là. 11 mots d'une femme qui ne me devait rien.
Et ils ont fait ce que 18 ans dans ma propre maison n'ont jamais pu faire, ils m'ont dit que j'avais le droit d'exister sans le mériter. J'ai pleuré fort, des pleurs horribles. Rachel m'a tenu la main et ne l'a pas lâchée. Quand j'ai pu respirer à nouveau, Diane a exposé les conditions. Je pouvais rester gratuitement sous 3 conditions, obtenir mon diplôme d'équivalence de fin d'études secondaires d'ici le printemps, trouver un travail à temps partiel, commencer à postuler au Community College d'ici l'été. Pas d'exception, pas de charité, mais de la structure et un avenir. J'ai accepté tout cela. Le lundi suivant, j'ai commencé comme caissière chez CVS. 4 jours par semaine, le soir, j'étudiais. Ce n'était pas glamour. Ce n'était pas inspirant. C'était juste de la survie, une journée de 12 heures à la fois. 2 semaines après avoir quitté la maison, j'étais assise à la table de la cuisine des Leroy et j'ai écrit une lettre à mon père à la main, 2 pages. Je lui ai dit que les drogues n'étaient pas à moi. Je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit que je voulais juste rentrer à la maison. Je l'ai posté un mardi. Elle m'est revenue 4 jours plus tard. L'enveloppe était toujours scellée. Pas un seul pli, pas une seule empreinte digitale sur le rabat. Sur le devant, dans l'écriture de mon père. Je la reconnaîtrais n'importe où. Ces lettres majuscules acérées des formulaires militaires d'antan. 2 mots, retour à l'envoyeur. Il ne l'a pas ouverte. Il ne voulait pas savoir ce que sa fille de 18 ans avait à dire. Il avait pris sa décision et l'avait renvoyée comme un morceau de courrier indésirable. J'ai mis cette enveloppe dans une boîte à chaussures sous mon lit. Je ne l'ai plus regardée avant très longtemps, mais je l'ai gardée. Je l'ai gardée pendant 12 ans. Laissez-moi vous dire ce que coûte réellement d'être renié à 18 ans. Pas la partie émotionnelle, j'y arriverai, mais la partie pratique, les chiffres, les papiers et les échéances dont personne ne parle. Mon père conservait le compte d'épargne sur lequel ma mère déposait de l'argent depuis que j'avais 12 ans. Argent d'anniversaire, salaire de petit boulot d'été, les 200 € que grand-mère envoyait chaque Noël. Ce n'était pas une fortune. Peut-être 2800 €, mais c'était à moi. Il ne l'a jamais transféré. Je n'ai jamais vu un centime. Il m'a retiré du régime d'assurance maladie familiale en 1 semaine. Je l'ai découvert quand j'ai essayé de retirer une ordonnance pour mon inhalateur et que le pharmacien m'a dit que ma couverture avait été résiliée. Je me tenais à ce comptoir dans mon gilet CVS, dans le magasin où je travaillais, et j'ai payé 47 € de ma poche pour un médicament que j'avais l'habitude d'avoir pour 5 € de franchise. Je n'ai pas pu demander d'aide financière fédérale pendant 3 semaines parce que je n'avais pas d'adresse permanente. Au moment où la maison de Diane était éligible, j'avais manqué la date limite précoce pour 2 programmes de bourse. Pendant ce temps, Jocelyne s'épanouissait. Mon père payait ses frais de scolarité dans une école d'art privée, le montant total chaque semestre. Elle a transformé ma chambre en atelier. Nouveaux rideaux, nouvelles étagères, une table à dessin là où mon lit se trouvait autrefois. Gérard a publié à ce sujet sur Facebook. Tellement fier de mon artiste. 73 mentions et j'aime. Le compte de ma mère était parmi eux. J'ai vu cette publication sur le téléphone de Rachel. Je l'ai regardée pendant environ 10 secondes. Ma vieille chambre repeinte, réorganisée, et légendée avec fierté par l'homme qui m'en avait chassé. Puis j'ai fermé l'application, j'ai pointé pour mon service, et je n'en ai plus jamais parlé. Ce que je ne savais pas encore, c'est que Jocelyne construisait autre chose, une histoire. Elle disait aux tantes, aux oncles, aux cousins et aux amis de la famille que j'étais parti avec un petit ami, que j'avais choisi la rue. Une version si propre et simple que personne n'avait besoin de se sentir coupable, personne n'avait besoin de poser de questions, et personne ne l'a fait. Mon père était méticuleux. Je lui accorde cela. Au cours de la première année, il a raconté à chaque membre de notre famille élargie une version de l'histoire qui faisait de lui le patriarche souffrant et de moi, l'histoire d'avertissement. Selon Gérard Dubois, j'avais un problème de drogue. Ils ont tout essayé. Discipline, conseil, amour. Rien n'a fonctionné. J'ai choisi de partir. Fin de l'histoire. Ma tante Gladys, la sœur cadette de mon père, celle qui me glissait secrètement un dessert supplémentaire lors des barbecues familiaux, m'a appelé une fois environ 3 mois après avoir été mise à la porte. Elle m'a demandé si j'allais bien, et j'ai commencé à expliquer, et elle a dit, « Ma chérie, ton papa nous a dit que tu n'avais pas à faire semblant. » Je ne faisais pas semblant,
mais elle avait déjà décidé ce qui était vrai. Ma mère n'a corrigé rien de tout cela. Elle ne pouvait pas. Gérard avait tracé la ligne. Nous ne faisons pas notre linge sale en public. C'est réglé. Et Patricia Dubois ne franchissait jamais les lignes de Gérard Dubois. Jocelyne, cependant, Jocelyne était une artiste. Pas avec la peinture, mais avec le récit. Elle a posté une photo ce Noël, tous les trois dans des pulls rouges assortis, debout devant le sapin, le bras de Gérard autour de ses épaules. La légende disait, reconnaissante pour ma petite famille. 3 personnes, une photo de famille avec un trou, et elle a encadré le trou comme une caractéristique. Megan Torres, une amie commune du lycée qui était restée en contact avec nous deux, m'a raconté quelque chose que Jocelyne avait dit lors d'une fête cet hiver-là. Détendu, presque joyeux, comme si elle commentait la météo. Honnêtement, c'est mieux sans elle. La maison est tellement paisible maintenant. Quand Megan me l'a dit, j'étais assise par terre dans ma chambre chez les Leroy, étudiant pour mon équivalence. J'ai posé le téléphone, fixé le mur, puis j'ai ouvert mon manuel et j'ai continué. Il n'y avait rien d'autre à faire. 6 mois après avoir été mise à la porte, j'ai failli abandonner. C'était un mercredi. Je venais de finir un double service. 8 heures chez CVS, puis 4 heures à servir des tables dans un restaurant sur la 5e rue. J'avais mal au dos, mes pieds étaient enflés. Je me suis assise dans la Honda dans l'allée des Leroy parce que je n'avais pas l'énergie de marcher à l'intérieur, et une pensée a glissé dans ma tête si doucement qu'elle ressemblait presque à ma propre voix. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que c'est moi le problème. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là, assez longtemps pour que le pare-brise s'embuait. Diane m'a trouvé à 2 heures du matin, pas dans la voiture. J'avais fini par me traîner à l'intérieur, mais dans la cuisine, assise par terre, le dos contre le placard, pleurant dans un torchon. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle ne m'a pas dit que tout irait bien. Elle a tiré une chaise, s'est assise en face de moi et a attendu que je puisse la regarder. Puis elle a dit, si tu crois ce qu'il a dit de toi, il gagne, et il ne mérite pas de gagner. Elle n'a pas élevé la voix. Elle a dit cela comme elle disait tout, comme un fait, comme un diagnostic. Et quelque chose en moi a changé. Pas tout d'un coup, pas de façon spectaculaire, juste un petit tour ferme, comme une clé trouvant son groove. La semaine suivante, j'ai soumis ma candidature au programme de soins infirmiers du Columbus State Community College. J'ai rédigé l'essai personnel en une seule fois. Je n'ai pas mentionné ma famille. J'ai écrit une phrase qui m'a soutenu pendant les 4 années suivantes, je veux prendre soin des personnes qui n'ont personne. J'ai reçu la lettre d'acceptation un vendredi. Diane l'a collée sur son réfrigérateur avec un aimant en forme de tournesol. Rachel a pris une photo. Personne de la famille Dubois n'a appelé cette année-là, ni l'année suivante, ni l'année suivante, ni l'année suivante. En 4 ans, pas un seul mot de quiconque partageait mon nom de famille. Et j'ai continué. Les études d'infirmière ont été 4 ans de manque de sommeil et trop de café. J'ai travaillé 2 emplois tout ce temps. CVS et le restaurant. Et j'étudiais partout. Arrêt de bus, salle de repos, la laverie sur l'avenue Parsons. Pendant que mes blouses séchaient, ma moyenne générale était de 3,8. J'ai été sur la liste du doyen 5 semestres de suite. Non pas parce que j'étais plus intelligente que quiconque, mais parce que j'avais quelque chose que la plupart des étudiants n'avaient pas, la terreur profonde et viscérale de devenir la personne que mon père disait que j'étais. Le jour de la remise des diplômes, mai 2017. 4 personnes étaient assises dans le public. Diane, Rachel, 2 collègues du restaurant qui avaient couvert mon service pour que je puisse réviser pour les examens finaux. C'était ça. 4 personnes dans une mer de centaines, dans un stade rempli de parents tenant des fleurs, des ballons et des pancartes disant « Nous sommes si fiers de toi ». Personne n'a tenu de pancarte pour moi. Quand ils ont appelé mon nom, Aurélie Lade, j'ai traversé cette scène, serré la main du doyen et souri largement pour l'appareil photo. Mais si vous regardiez attentivement la photo, et je veux dire très attentivement, vous la verriez. Le sourire atteignait ma bouche, mais s'arrêtait juste avant mes yeux. J'ai posté une photo sur mon profil privé ce soir-là. Pas de longue légende, pas de liste de gratitude, juste 2 mots, infirmière diplômée. Rachel, enfin, tu l'as fait, Shell. Moi, non, nous l'avons fait. Diane m'a serré si fort que j'ai entendu son dos craquer.
Elle m'a murmuré à l'oreille, ta mère pleurerait si elle pouvait voir ça. Je me suis reculé, je l'ai regardée et j'ai dit la chose la plus vraie que je connaissais, elle ne peut pas. C'est ça le problème. Pendant que je traversais cette scène, Jocelyne vivait dans la maison de nos parents, ayant abandonné l'école d'art en 3e année. Mon père payait toujours ses factures. Personne dans la famille Dubois n'a mentionné mon nom. J'étais effacé, non pas avec colère, mais avec le silence, ce qui est pire. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que ma mère avait vu la photo. Quelqu'un, je ne sais toujours pas qui, l'avait envoyée. Et elle avait pleuré, non pas de fierté, mais de la réalisation que sa fille avait obtenu son diplôme et qu'elle n'avait pas été là. Et la distance entre ces deux faits était entièrement de sa faute. Des années plus tard, Megan m'a raconté toute l'histoire. Je vais la partager parce qu'elle est importante. Pas pour la sympathie, mais pour le contexte. À un moment donné après mon départ, ma mère a créé un faux compte Facebook, nom générique, photo de coucher de soleil d'archives. Pas d'amis, pas de publication, pas d'activité. Son seul but était de suivre mon profil privé, qu'elle pouvait à peine voir à travers les failles de mes paramètres de confidentialité. Une photo de profil par ici, un commentaire public par là. Elle me regardait derrière un pseudonyme qui n'était pas le sien, dans une maison où même ce petit acte de soin devait être caché à son mari. Patricia écrivait des messages, des dizaines d'entre eux, apparemment lors des fêtes, le jour de mon anniversaire, tard le soir quand Gérard dormait. Elle les tapait, les relisait, et les supprimait avant d'appuyer sur envoyer. Chaque fois, pendant des années, elle n'a jamais envoyé un seul. Je veux être clair sur quelque chose. Je comprends pourquoi elle avait peur. Gérard Dubois n'était pas un homme qui tolérait la dissidence. Et au moment où j'ai été mise à la porte, ma mère avait passé 25 ans à apprendre cette leçon. La peur est réelle. Je ne la minimise pas. Mais voici ce que je sais aussi, aimer quelqu'un à distance ne compte pas si vous avez choisi la distance. Elle avait une voiture. Elle avait un téléphone. Elle aurait pu conduire jusqu'à la maison des Leroy n'importe quel mardi après-midi pendant que Gérard travaillait. Elle ne l'a pas fait. La peur l'a gardée immobile. Et l'immobilité m'a gardé seul. Il y a une chose de plus. Jocelyne a découvert le faux compte. Megan me l'a aussi dit. Jocelyne ne l'a pas signalé à Gérard. Ce serait trop direct. Au lieu de cela, elle l'a utilisé comme levier. Un levier chirurgical discret. Je sais ce que tu fais en ligne, maman. Ne me fais pas le dire à papa. C'était Jocelyne. Toujours tenant la laisse. Elle n'a jamais eu besoin de tirer parce que la menace suffisait. Ma mère est restée silencieuse. Ma sœur est restée en contrôle. Et les années ont passé. Après l'obtention du diplôme, j'ai accepté un poste à l'hôpital méthodiste de Riverside à Columbus, service des urgences, quart de 12 heures, chaos et adrénaline, et le genre d'épuisement qui ne s'enlève pas sous la douche. J'ai adoré. En 2 ans, j'ai été nominé pour l'infirmière de l'année au niveau du département. Je n'ai pas gagné, mais la nomination a attiré l'attention de quelqu'un qui changerait ma trajectoire. Le docteur Marcus Weber était le médecin traitant de nos urgences, milieu de la quarantaine, calme sous la pression, le genre de médecin qui apprenait réellement les noms des infirmières. Il m'a prise à part un après-midi entre 2 traumatismes et a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, vous ne traitez pas seulement les patients, Aurélie. Vous les voyez. C'est rare. Avez-vous pensé à aller plus loin? Il voulait dire infirmière praticienne, un master, une autorité de pratique indépendante, la possibilité de gérer ma propre clinique un jour. C'était un chemin que je n'avais pas envisagé parce que personne ne m'avait jamais suggéré que j'en étais capable. Le docteur Weber a écrit ma lettre de recommandation. J'ai postulé pour une bourse à l'Université d'État de l'Ohio. J'ai été accepté. Pendant ces années, je n'ai pas eu de rendez-vous. Pas une seule fois en 5 ans. Ce n'était pas une décision consciente au début. J'étais trop occupé, trop fauché, trop concentré. Mais finalement, je devais être honnête avec moi-même. Je ne faisais confiance à personne pour rester. Ma famille m'avait appris que l'amour était conditionnel, qu'il pouvait être révoqué en une seule soirée, et que les personnes qui disaient « je serai toujours là » étaient souvent les premières à partir. Ce genre de leçon ne s'oublie pas facilement. J'ai terminé mon diplôme d'infirmière praticienne en 2021,
et presque immédiatement, une idée a pris racine, une idée qui grandissait tranquillement depuis la nuit où Diane Leroy m'a sorti d'une voiture glaciale, une clinique gratuite pour les personnes que personne d'autre ne traitait. Spécifiquement, les vétérans sans abri, les hommes et les femmes qui ont servi ce pays et sont rentrés chez eux sans rien. Les hommes comme mon père, s'il avait été moins chanceux. J'ai choisi cette population pour une raison très précise. Je savais ce que cela faisait d'être abandonné par les personnes censées vous protéger. Et je ne voulais jamais que personne ne soit assis seul avec ce sentiment comme je l'ai été. Je veux faire une pause ici une seconde. Si vous regardez ceci et que vous avez déjà été le membre de la famille que personne n'a cru, je vous vois. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas trop. Vous êtes juste honnête dans une pièce pleine de gens qui ne le sont pas. Maintenant, pensez-vous que mon père ait jamais remis en question d'avoir pris la mauvaise décision cette nuit-là? Mettez votre réponse dans les commentaires. Et si vous ne l'avez pas encore fait, ce bouton s'abonner aide vraiment. Maintenant, revenons à ce que nous faisions. C'était la 8e année. J'étais en plein dans mon programme de NP, faisant des stages cliniques dans un cabinet de médecine familiale dans l'est de Columbus. Ma vie s'était installée dans un rythme, exigeant, épuisant, mais le mien. J'avais un appartement que je payais, une carrière que je construisais, un cercle de personnes qui se présentaient sans condition. J'avais arrêté de penser au Dubois au quotidien. Cela arrivait moins souvent maintenant. Un éclairage le jour de l'anniversaire de ma mère, une douleur sourde autour de Thanksgiving, puis plus rien pendant des semaines. Puis Megan a appelé. Sa voix était étrange. Pas paniquée. Prudente. Comme si elle choisissait chaque mot avant de le dire. Shell, j'ai trouvé quelque chose. Je ne sais pas si je devrais te montrer. Elle était en train de transférer des données d'un ancien téléphone, son iPhone 5, celui qu'elle utilisait au lycée, vers un nouvel appareil. La migration a fait apparaître des années de messages textes qu'elle avait oubliés, enfouis dans une conversation avec Jocelyne datée de novembre 2013, se trouvait un message auquel elle n'avait jamais prêté attention. Elle me l'a lu. MDR. J'ai déplacé mes affaires sur le bureau d'Aurélie juste à temps. Papa est sur le point de péter un câble. Suivi d'un émoji rieur. La voix de Megan s'est brisée. Je suis tellement désolé, Shell. Je ne l'ai même pas enregistré à l'époque. J'avais 19 ans et j'étais stupide et je n'ai pas fait le lien. J'aurais dû. Je n'ai pas répondu tout de suite. La pièce était très calme. J'entendais l'horloge de ma cuisine tic-taquer. Envoie-le-moi, ai-je dit. Elle l'a fait. Une capture d'écran horodatée avec le nom de Jocelyne en haut, le texte dans une bulle grise, décontracté et souriant comme si elle racontait une blague. MDR. J'ai déplacé mes affaires sur le bureau d'Aurélie juste à temps. Mes affaires, ces drogues dans mon bureau, fait exprès. 12 ans, Megan. J'avais 18 ans et je gelais sur un parking à cause d'un message texte avec un émoji rieur. J'ai sauvegardé la capture d'écran. Je ne l'ai montré à personne. Je ne savais pas ce que j'allais en faire ou si j'allais faire quoi que ce soit. Je l'ai juste sauvegardé dans un dossier sur mon téléphone et j'ai fermé l'écran. Certaines vérités arrivent trop tard pour réparer quoi que ce soit. Mais elles arrivent quand même. Construire une clinique à partir de rien prend exactement le temps que vous pensez, plus 2 ans. J'ai passé 24 mois à rédiger des demandes de subventions, à assister à des réunions avec des conseils à but non lucratif, à visiter des espaces de vente au détail vacants avec des plafonds qui fuyaient, et à apprendre un vocabulaire auquel je ne m'attendais pas. Variance de zonage, conformité 501C3, structure de remboursement Medicaid. Le docteur Weber a servi de conseiller médical. Diane m'a mise en contact avec un réseau de défense des anciens combattants avec lequel elle avait travaillé par l'intermédiaire de l'hôpital. Une fondation régionale qui soutient les services de santé des vétérans nous a accordé notre subvention d'ancrage. Nous avons ouvert dans un magasin converti sur l'avenue Livingston. J'ai nommé l'endroit clinique communautaire Seconde Chance, soins gratuits ou à échelle mobile pour les vétérans sans abri et sans assurance, soins primaires, référence en santé mentale, assistance aux ordonnances, les bases qui ne devraient pas être des luxes mais le sont. Un journaliste du Columbus Dispatch a écrit un article. Puis NBC4 a fait un reportage de 3 minutes pour le journal du soir. Ils m'ont filmé en train de prendre la tension artérielle d'un patient, ce qui m'a semblé étrange. Je l'avais fait 10 000 fois, et soudain, il y avait une caméra.
Le titre dans le dispatch disait « Une infirmière praticienne locale ouvre une clinique gratuite pour les vétérans sans abri à Franklin ». Je n'ai pas construit la clinique pour prouver que quelqu'un avait tort. Je ne l'ai pas construite pour un titre. Je l'ai construite parce que quelqu'un aurait dû être là pour moi le 14 novembre 2013. Et personne ne l'était. Et je ne voulais jamais qu'une autre personne soit assise dans le froid en se demandant si quelqu'un viendrait. Je l'ai appelée seconde chance, non pas parce que je crois aux secondes chances. Je l'ai appelée ainsi parce que je sais ce que cela fait quand personne ne vous en donne une du tout. L'article a été publié un dimanche. Il a circulé localement, a reçu quelques partages en ligne, et s'est estompé dans le cycle des nouvelles en une semaine. Mais il ne s'est pas estompé pour tout le monde. Quelque part à Dayton, Ohio, à 1 heure à l'ouest de Columbus, cet article a atterri sur un écran. Il n'était jamais destiné à y arriver. Je ne le savais pas encore. Il y a une table de chevet dans mon appartement. Chaîne simple, d'occasion, un tiroir. À l'intérieur de ce tiroir, je garde 3 choses. Pas des souvenirs, pas des bibelots. Des preuves. Preuves d'une vie qui s'est déroulée avant celle-ci. La première est une photographie. Ma famille au parc d'attractions Cedar Point l'été où j'avais 12 ans. Nous étions les 4. Le bras de ma mère sur mes épaules. Jocelyne faisant un signe de paix. Mon père plissant les yeux contre le soleil avec quelque chose qui ressemblait peut-être à un sourire. C'est la dernière photo où tout le monde est présent et où personne ne fait semblant. La deuxième est un bracelet, une fine chaîne en argent avec un minuscule pendentif en forme d'étoile. Ma mère me l'a donné pour mon 16e anniversaire. Elle l'a attaché à mon poignet et a dit, pour ma petite étoile. J'ai arrêté de le porter la nuit où je suis parti, mais je ne l'ai pas jeté. La troisième est l'enveloppe, jaunie maintenant. 12 ans passés dans le noir font cela. Le seau est toujours intact, toujours fermé, toujours intact. Et sur le devant, dans une encre noire et nette, dans une écriture que je connais aussi bien que la mienne, retour à l'envoyeur. Je ne relis pas la lettre. Je n'en ai pas besoin. Je me souviens de chaque mot. Papa, je ne l'ai pas fait. S'il te plaît, crois-moi. Je t'aime. Je veux juste rentrer à la maison. J'avais 18 ans. J'ai dépensé un timbre et tout l'orgueil qu'il me restait sur ces phrases. Il a dépensé 0 seconde dessus. J'ai fermé le tiroir. Je suis allé travailler. C'est ce que j'ai fait. À ce moment-là, j'avais les 2 morceaux, la lettre et la capture d'écran. 2 moitiés d'une vérité que personne n'avait demandé. Je n'ai pas cherché ma famille. Je n'avais aucune raison de le faire. Ma vie était pleine. Mon travail avait un sens. Les personnes qui comptaient étaient déjà là. Tout est resté calme pendant 12 ans. Puis, un soir, j'ai ouvert LinkedIn sur mon canapé après un long service, j'ai fait défiler quelques demandes de connexion, et je me suis arrêté. Un message d'un nom que je n'avais pas vu depuis plus de 10 ans. Gérard A. Dubois. Il avait utilisé LinkedIn parce que j'avais bloqué son numéro il y a des années et que mon Facebook était privé. Mais LinkedIn, professionnel, public, était la brèche dans le mur que je n'avais pas pensé à sceller. Le message était court, soigneusement formulé, le genre de structure de phrase qui suggérait qu'il l'avait écrit et réécrit plusieurs fois. Aurélie, c'est ton père. J'ai vu un article sur ta clinique. J'ai toujours su que tu en étais capable. J'aimerais parler. Maman te manque. Nous tous. Je l'ai lu 3 fois. Mes mains n'étaient pas stables. Pas de peur, mais de colère. Le genre lent et profond qui vit sous tout et ne refait surface que lorsque quelqu'un dit exactement la mauvaise chose de la manière exactement mauvaise. J'ai toujours su que tu en étais capable. Tu as toujours su. Toi, l'homme qui m'a dit que je ne valais pas la peine qu'on se dérange. L'homme qui a bloqué mon numéro et renvoyé ma lettre et a laissé son autre fille dormir dans mon lit la même nuit où je dormais sur un parking. Tu as toujours su que j'en étais capable. C'est tout ce que tu as trouvé? J'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai enfilé mes chaussures de course, j'ai couru 8 kilomètres, je suis revenu, j'ai pris une douche, je me suis assise sur le bord de mon lit avec les cheveux mouillés et le pouce élevé. Je ne pouvais pas ralentir. J'ai appelé Diane. Il m'a trouvé. Une pause. J'ai pu entendre le bruit qu'elle posait quelque chose. Une tasse, peut-être.
Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas encore. Alors ne fais rien pour l'instant. Je n'ai rien fait. Pas cette nuit-là. Pas le lendemain. Pas pendant 2 semaines complètes. Le message est resté dans ma boîte de réception comme une grenade que quelqu'un aurait placée doucement sur une étagère et se serait éloigné. Mais Gérard Dubois n'a jamais été un homme patient. Et dans ces 2 semaines, il a envoyé un autre message, un qui a tout changé. Le deuxième message était plus long, plus confiant, comme si mon silence était un accord. Je te le dis, Aurélie, la famille aimerait avoir de tes nouvelles. Tante Gladys te demande tout le temps. Ta mère n'arrête pas de parler de cet article. Jocelyne s'enquiert aussi de toi. Peut-être qu'on pourrait organiser un appel. Je pense que c'est le moment. Jocelyne s'enquiert de moi. Jocelyne, qui n'avait pas prononcé mon nom depuis 12 ans, s'enquérant soudainement de moi. J'ai failli rire. Presque. J'ai appelé Mégane. Qu'est-ce qui se passe avec mon père? Mégane a soupiré. Le genre de soupir qui signifie que je vais te dire quelque chose que tu n'aimeras pas. Shell, il a montré cet article à tout le monde. Vraiment tout le monde. Il l'a partagé sur Facebook. Il l'a mentionné au barbecue de Ron et Gladys le mois dernier. Il dit aux gens que tu as décidé de faire les choses par toi-même et que la famille t'a toujours soutenu à distance. J'ai posé mon café. Il a dit quoi? Il réécrit tout. L'histoire de la drogue a disparu. Maintenant, tu étais indépendante. Tu voulais partir. Il a respecté ta décision. Il agit comme s'il t'avait lancé. Il m'a jeté dehors. Mégane, je sais. Il leur a dit que j'étais drogué. Je sais. Et maintenant, il dit qu'il m'a soutenu. Il a partagé l'article du Dispatch avec la légende « Moment de fierté paternelle ». 61 mentions j'aime. Je suis resté avec ça un long moment. Mon père ne m'avait pas seulement abandonné. Il avait réécrit l'histoire de ma vie 2 fois. Une fois comme une histoire d'avertissement et une fois comme une histoire de succès. Et les 2 fois, il s'est positionné comme le héros. La première version, nous avons tout fait ce que nous pouvions. La seconde version, elle a tiré sa force de nous. Aucune version ne contenait la vérité. Aucune version ne contenait un parking gelé, une lettre renvoyée, ou un emoji rieur. Il ne voulait pas que je revienne. Il voulait récupérer le récit, et il avait besoin de ma coopération pour finir de l'écrire. J'y ai réfléchi pendant 3 jours de plus. Je suis allé travailler. J'ai vu des patients. J'ai réapprovisionné les placards de fourniture et j'ai examiné les formulaires d'admission et j'ai fait tout exactement comme avant. Mais en dessous, quelque chose se construisait. Pas de rage, pas de vengeance, juste de la clarté. Le genre qui vient quand on porte une question depuis 12 ans et que la réponse cesse d'être compliquée. J'ai appelé Diane un mardi soir, lui ai parlé du deuxième message, du message Facebook, du récit réécrit. Elle a écouté. Tu ne lui dois rien, mais si tu écris en retour, écris pour toi, pas pour lui. J'ai pensé à ce qui se passerait si je restais silencieuse. Gérard continuerait à raconter sa version à la famille. Tante Gladys, oncle Ron, tous les cousins et beaux-frères. Ils croiraient tous l'histoire du père fier et de la fille indépendante. Je serais effacé 2 fois. Une fois quand il m'a mise à la porte, et une autre fois quand il a prétendu qu'il ne l'avait pas fait. C'était ça, la chose avec laquelle je ne pouvais pas vivre. Pas sa cruauté. J'avais survécu à ça. Sa révision. L'idée qu'il puisse prendre 12 ans de ma souffrance et la reconditionner en une légende Facebook réconfortante. Que ma vérité n'existerait jamais en dehors de ma propre tête. Je ne me suis pas assise pour écrire une lettre de vengeance. Je me suis assise pour dire la vérité. Il y a une différence et elle compte. J'ai ouvert mon ordinateur portable, créé un nouveau document, et j'ai commencé par la date. 14 novembre 2013. Cela m'a pris 3 heures, non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que je m'arrêtais pour respirer. Chaque phrase était une porte que j'avais fermée il y a des années, et les ouvrir tout en même temps était comme marcher à travers mes propres décombres. Quand j'ai eu fini, j'ai joint 2 fichiers, une photo de l'enveloppe, scellée, jaunie, retour à l'envoyeur dans son écriture, et la capture d'écran de Mégane. J'ai copié le texte dans une réponse LinkedIn, lu une fois, relu une fois,
et appuyé sur envoyer. 23h47. J'ai fermé mon ordinateur portable, je suis allé me coucher, je n'ai pas dormi. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Mais je savais ceci. Peu importe ce que Gérard Dubois ressentirait en lisant ce message, ce n'était plus mon fardeau à porter. J'avais redonné la vérité à la personne qui l'avait créé. Voici ce que j'ai écrit. Je vais vous la lire exactement comme je l'ai envoyée parce que vous avez mérité la version complète. Papa, tu as dit que je ne valais pas la peine qu'on se dérange pour moi. Voici ce qui s'est passé après que tu aies décidé cela. 14 novembre 2013, 26 degrés. Tu m'as dit de faire mes valises. Tu n'as pas demandé si les drogues étaient à moi. Tu ne m'as pas laissé parler. Tu as pointé la porte et je suis sorti avec mes vêtements dans un sac poubelle. 14 novembre, première nuit. Je me suis garé sur le parking de Walmart sur la route 35. Le chauffage était cassé. J'ai drapé un sweat à capuche sur mes jambes et je n'ai pas dormi. 15 novembre, deuxième nuit, le parking de la bibliothèque. Un agent de sécurité a frappé à ma fenêtre à 3 heures du matin. Il m'a demandé si j'allais bien. Cet homme, un total étranger, a été la première personne à prendre de mes nouvelles en 48 heures. Pas toi, pas maman, pas Jocelyne. 16 novembre, troisième nuit. Je t'ai appelé. Bloqué. J'ai appelé maman. Pas de réponse. J'ai appelé Jocelyne. Messagerie vocale. 3 contacts. 3 silences. À 23 heures, j'ai appelé mon amie Rachel. Sa mère, Diane Leroy, a conduit 32 minutes à travers la ville jusqu'à un parking de bibliothèque pour prendre ta fille. Elle m'a trouvée tremblante avec des lèvres violettes et des doigts blancs. C'est une infirmière. Elle a reconnu une hypothermie à un stade précoce quand elle l'a vue. La mère d'une inconnue m'a sauvé la vie. La mienne n'a pas répondu au téléphone. Décembre 2013, 2 semaines après que tu m'aies mise à la porte, je t'ai écrit une lettre à la main. Je t'ai dit que les drogues n'étaient pas à moi. Je t'ai dit que je t'aimais. Je t'ai dit que je voulais juste rentrer à la maison. Tu me l'as renvoyée non ouverte. Ton écriture. Retour à l'envoyeur. Tu n'y as pas consacré une seconde. Tu as dit à la famille que j'avais un problème de drogue. Tu leur as dit que j'avais choisi la rue. Tu as réécrit ma vie pour pouvoir dormir la nuit. C'était la première partie. Mais ce n'était pas la partie qui l'a brisée. Le message continuait, voici ce que tu as manqué, papa. Tout. Chaque étape. Chaque moment où tu n'étais pas là, non pas parce que tu ne pouvais pas l'être, mais parce que tu as choisi de ne pas l'être. 2014, j'ai obtenu mon équivalence de fin d'études secondaires tout en travaillant en double service à un comptoir de pharmacie. Personne n'a applaudi. Personne n'a pris de photos. Je suis rentré à la maison et j'ai révisé pour le prochain examen. 2015, j'ai commencé les études d'infirmière à Columbus State. Je l'ai payé avec des prêts fédéraux et un deuxième emploi à servir des tables dans un restaurant. Tu as payé l'intégralité du diplôme d'art de Jocelyne. Elle a abandonné en 3e année. 2017, j'ai obtenu mon diplôme. Aurélie Lade. 4 personnes étaient dans le public. Une femme qui ne me devait rien, sa fille, et 2 collègues d'un restaurant. Tu n'étais pas l'un d'eux. Maman n'était pas l'une d'elles. J'ai traversé cette scène seule. 2019, j'ai terminé mon programme d'infirmière praticienne à l'Ohio State. J'ai traité mon premier patient de manière indépendante un lundi après-midi. Quand je suis rentré à la maison, j'ai pris mon téléphone pour appeler quelqu'un. La personne que je voulais appeler, c'était toi. J'ai posé le téléphone. 2021. J'ai ouvert une clinique gratuite pour les vétérans sans abri. Le genre d'homme avec qui tu as servi, papa. Le genre d'hommes qui sont rentrés de la guerre et ont découvert que les personnes censées être là étaient déjà parties. Je l'ai nommé seconde chance. Non pas parce que je crois aux secondes chances, mais parce que je sais ce que cela fait quand personne ne vous en donne une. 2025, tu m'as trouvé en ligne. Tu as dit, j'ai toujours su que tu en étais capable. Tu ne savais pas. Tu n'étais pas là. Savoir demande de la présence, papa. Tu as été absent pendant 12 ans. Tu n'as pas seulement manqué ma vie. Tu as choisi de le faire. J'ai marqué une pause là,
J'ai pris une respiration, puis j'ai écrit la dernière section, celle avec les pièces jointes. Encore une chose, papa. Tu m'as mise à la porte parce que tu as trouvé des drogues dans mon bureau. Je t'ai dit qu'elles n'étaient pas à moi. Tu n'as pas cru, tu n'as même pas demandé. Elles n'ont jamais été à moi. J'ai joint une capture d'écran. C'est un message texte de Jocelyne à une amie commune daté de novembre 2013, le même mois où tu m'as mise à la porte. Il dit, MDR. J'ai déplacé mes affaires sur le bureau d'Aurélie juste à temps. Papa est sur le point de péter un câble. Suivi d'un emoji rieur. Ton enfant d'or a mis ses drogues dans mon tiroir de bureau et s'est tenu dans le couloir en te regardant me mettre à la porte. Elle a mesuré la fenêtre de ma chambre pour de nouveaux rideaux avant que j'aie fini de remplir un sac poubelle. Et ensuite, elle a passé 12 ans à jouer la fille loyale pendant que je dormais dans une voiture. J'ai également joint une photo de la lettre, celle que je t'ai envoyée 2 semaines plus tard, scellée, non ouverte, ton écriture sur le devant, retour à l'envoyeur. Ta fille de 18 ans a écrit, je t'aime. Je veux juste rentrer à la maison. Et tu l'as renvoyée comme du courrier indésirable. Je les ai gardées non pas comme des armes, mais comme des preuves. Preuves que j'ai essayé et que tu n'as pas essayé. Je n'écris pas cela pour te faire du mal. J'écris cela parce que tu as demandé à renouer le contact. Et je pense que tu devrais savoir à quoi tu te reconnectes. Pas la version que tu as racontée à la famille. Pas le moment de fierté paternelle que tu as publié sur Facebook. La vraie version. Je ne te déteste pas, papa, mais je ne peux pas te donner les retrouvailles que tu cherches. Tu ne me contactes pas parce que tu me manques. Tu me contactes parce que mon nom était dans le journal et que tu as besoin d'une nouvelle histoire à raconter. Je ne serai pas ton histoire. Je suis la mienne. Aurélie. C'était la réponse, chaque mot. Je l'ai envoyé à 23h47 un mardi soir et j'ai fermé mon ordinateur portable. Je ne savais pas quand il la lirait. Je ne savais pas comment il réagirait. Je n'ai appris ce qui s'est passé après que plus tard, par l'intermédiaire de Meghan, par l'intermédiaire de Gladys, par la chaîne lente et irrégulière de personnes qui ont été témoins de ce qui s'est passé ensuite. Voici ce qu'on m'a dit. Gérard a lu le message dans le salon. Patricia était dans la cuisine. Il était assis dans son fauteuil inclinable, le même dans lequel il était assis depuis 20 ans, faisant défiler LinkedIn sur son téléphone. Il a ouvert ma réponse, s'attendant, j'imagine, à quelque chose de chaleureux, quelque chose de reconnaissant, quelque chose qui confirmait l'histoire qu'il racontait. Il l'a lu en silence. Patricia a dit qu'elle n'avait rien entendu. Aucune réaction, aucun halètement, aucune malédiction, juste le silence, puis le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvre et se ferme. Elle a regardé par la fenêtre de la cuisine. Gérard marchait à travers le jardin, ouvrait la portière de son camion, un Ford F-150 bleu, autocollant des Marines sur le pare-chocs arrière, et s'asseyait derrière le volant. Il n'a pas démarré le moteur. Il n'a pas allumé les lumières. Il est juste resté assis là. Patricia a attendu 10 minutes, puis 20. Elle a mis son manteau et est sortie avec un verre d'eau. Elle a tapé à la vitre. Il n'a pas ouvert la porte. À travers la vitre, elle pouvait l'entendre. Il pleurait. Pas le genre calme. Pas le genre stoïque et maîtrisé auquel on pourrait s'attendre d'un homme qui a bâti son identité sur la discipline et le contrôle. Le genre qui secoue les épaules. Le genre qu'on ne peut pas arrêter. Elle est restée devant ce camion pendant longtemps. Finalement, elle est retournée à l'intérieur. 1 heure plus tard, 1 heure complète, Gérard est revenu par la porte d'entrée. Ses yeux étaient gonflés. Il n'a rien dit. Il a posé son téléphone sur la table de la cuisine, ouvert sur mon message, et l'a poussé vers Patricia. Lis-le. Elle l'a fait. Puis elle a aussi pleuré. Gérard s'est assis en face d'elle. Et pour la première fois, selon ce que Meghan a ensuite entendu de Gladys, il a posé la question qu'il aurait dû poser il y a 12 ans, tu étais au courant pour Jocelyne? Patricia a secoué la tête. Gérard a pris son téléphone et a appelé Jocelyne. Elle n'a pas répondu. Il a rappelé. Messagerie vocale. Il a appelé une 3e fois, une 4e. Elle n'a jamais décroché. Le lendemain matin, il est allé à son appartement. C'était ça. C'était la réponse. Si vous êtes toujours là, sincèrement,
merci. Maintenant, voici ma question. Pensez-vous que les larmes de mon père étaient pour moi ou pour lui-même? Parce que j'y ai beaucoup réfléchi et je n'ai toujours pas de réponse claire. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si cette histoire vous touche, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Voici ce qui s'est passé ensuite. Je n'étais pas présente pour ce qui s'est passé à l'appartement de Jocelyne. Tout ce que je sais, c'est venu par Megan, qui l'a appris par Patricia, qui l'a appris par Gérard. Une chaîne de voix relatant le moment où une famille s'est brisée le long d'une faille qui existait depuis 12 ans. Gérard est allé chez Jocelyne le lendemain matin, tôt avant 8 heures. Il a frappé à la porte assez fort pour que son voisin ouvre la sienne en premier. Jocelyne a répondu en peignoir. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Il a levé son téléphone, la capture d'écran affichée. « Est-ce que c'est réel ?» Elle l'a regardé. Son expression a fait quelque chose de compliqué. Un éclair de reconnaissance, puis le masque s'est mis en place. C'est sorti de son contexte. Ta sœur a dormi dans une voiture pendant 3 nuits en novembre à cause de toi. C'est toi qui l'as mise à la porte, pas moi. Tu as raison. Je l'ai fait parce que je te croyais. Cela a touché. On pouvait le dire, a dit Patricia, parce que Jocelyne n'a pas eu de suite. Pour la première fois de sa vie, le script était épuisé. Gérard n'a pas crié. Il n'a rien jeté. Sa voix, Patricia a dit, était la plus calme qu'elle lui ait jamais entendue. Et c'était, d'une certaine manière, pire. Ne m'appelle plus à la maison pendant un moment. Il s'est retourné et est retourné à son camion. Il n'a pas regardé en arrière. Jocelyne est restée dans l'embrasure de la porte. On me dit qu'elle a appelé Patricia dans l'heure qui a suivi, sanglotant. Pas pour s'excuser, pas pour expliquer, mais pour jouer un rôle. Papa m'attaque à cause d'Aurélie. C'est tellement injuste. Je n'arrive pas à croire que vous prenez tous son parti. Ma mère, la femme qui avait passé 25 ans à choisir le silence, a dit quelque chose qu'elle n'avait jamais dit auparavant. Non, il souffre à cause de ce que tu as fait. Moi aussi. Et puis elle a raccroché. Megan m'a dit que les mains de Patricia tremblaient quand elle a posé le téléphone, mais elle l'a posé et elle ne l'a pas repris. La vérité a circulé dans la famille comme la vérité le fait toujours quand elle est retardée, vite, désordonnée, et sans la permission de personne. Gérard a appelé Gladys cette même semaine. Sa sœur cadette, celle qui m'avait appelé une fois il y a des années et qui avait cru sa parole plutôt que la mienne. Il lui a tout raconté, la capture d'écran, la lettre, le parking, l'hypothermie. Gladys est restée silencieuse un long moment. Alors tu as laissé cette fille dormir dans une voiture, Gérard. C'était une enfant. Je sais. Et tu m'as dit qu'elle était droguée. Je sais. Gladys a raccroché et m'a appelé. Je n'ai presque pas répondu. Son numéro avait été absent de mon téléphone depuis plus d'une décennie, et le voir m'a semblé être une hallucination. Mais j'ai décroché. Ma chérie, sa voix était épaisse. Je suis désolé. J'aurais dû vérifier. J'aurais dû te demander directement. J'ai cru ses paroles et je n'aurais pas dû. Je me suis assise sur mon canapé et j'ai fixé le mur en face de moi. Une petite fissure courait le long de la plainte que je devais réparer depuis des mois. Tu as cru ce qui était plus facile à croire, tante Gladys. Oui, et j'en ai honte. Je ne lui ai pas dit que ça allait parce que ce n'était pas le cas, mais je n'ai pas non plus raccroché. Oncle Ron a coupé tout contact avec Jocelyne. Pas d'annonce, pas de drame. Il a simplement cessé de répondre à ses messages. Un de mes cousins plus jeunes a posté quelque chose de vague sur les réseaux sociaux. Le sang ne signifie pas la loyauté, et j'ai su que l'onde de choc avait atteint les bords. Jocelyne a posté sa propre réponse sur Instagram 3 jours plus tard. Parfois, la famille est la chose la plus toxique dans ta vie. Pas de contexte, pas de nom, juste le genre de phrase qui semble profonde jusqu'à ce que vous réalisiez qu'elle a été écrite par la personne qui a causé la toxicité. Personne n'a réagi, pas un seul j'aime, pas un seul commentaire. Et je sais que cela pourrait sembler satisfaisant. La méchante reçoit sa punition, mais je veux être honnête, ça n'a pas été triomphant. Regarder une famille se désintégrer au ralenti n'est pas une victoire. C'est juste ce qui arrive quand la vérité se manifeste avec 12 ans de retard et qu'il n'y a plus aucun endroit propre où la mettre.
Une semaine après la confrontation avec Jocelyne, mon père m'a envoyé un email. Pas par LinkedIn cette fois, mais via l'adresse de contact public de ma clinique, celle listée sur notre site web pour les demandes de rendez-vous et la sensibilisation communautaire. Il l'avait trouvé comme n'importe qui d'autre. Il l'a tapé dans le champ de demande générale comme un étranger. Aurélie, j'ai lu ton message cette fois. J'ai lu la lettre, celle que j'ai renvoyée. Ta mère a trouvé une copie brouillon dans ton vieil desk dans la chambre que j'ai laissée à ta sœur. J'ai lu chaque mot. Je ne peux pas annuler ce que j'ai fait. Je ne vais pas énumérer d'excuses parce qu'il n'y en a aucune qui tienne. J'avais tort sur tout. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je voulais que tu le saches. Je t'entends maintenant. Je l'ai lu à ma table de cuisine après un service de 10 heures avec un bol de soupe restante qui refroidissait devant moi. Je n'ai pas répondu cette nuit-là ni le lendemain. Cela m'a pris 4 jours, non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que je voulais le dire correctement, sans cruauté, sans performance, sans ouvrir une porte plus large que ce que je pouvais supporter. Merci de m'avoir écouté. C'est plus que ce que j'ai eu il y a 12 ans. Je ne vais pas prétendre que c'est acceptable. Ça ne l'est pas. Je ne te déteste pas, mais je ne peux pas te faire confiance. Pas encore. Peut-être jamais. Si tu veux une quelconque relation avec moi, cela commence par la responsabilité. Pas un seul email, pas une seule excuse, des années de cela. Et cela commence par Jocelyne admettant ce qu'elle m'a fait directement. Jusque-là, j'ai besoin d'espace. S'il te plaît, respecte cela. 2 semaines de silence, puis 3 mots. Je comprends. La même semaine, ma mère m'a envoyé son propre message séparé de celui de Gérard. Ses propres mots pour la première fois en 12 ans. J'aurais dû être ta mère d'abord et son épouse ensuite. Je passerai le reste de ma vie à essayer de regagner cela. Je l'ai lu 2 fois, j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allé faire une longue promenade dans le noir. 2 mois après la réponse, la clinique était prête pour son inauguration officielle. Nous fonctionnions tranquillement depuis un moment, voyant des patients, développant des réseaux de référence, remplissant les étagères de la pharmacie. Mais c'était l'événement formel. Coupe du ruban, couverture médiatique, participation communautaire. Le genre de journée pour laquelle j'avais travaillé 2 ans. La liste des invités s'est écrite d'elle-même. Megan, Rachel, Diane, le docteur Weber, des collègues de l'hôpital, des représentants de la Fondation des vétérans, un journaliste du Dispatch qui avait couvert notre lancement, une équipe de NBC4 venant filmer, plus de 40 vétérans que nous avions déjà aidés. Dont certains que j'avais traités personnellement. Je n'ai pas invité mon père. Je n'ai pas invité ma mère. Je n'ai pas invité Jocelyne, mais tante Gladys a appelé la semaine précédente. Puis-je venir? Je n'ai pas hésité. Bien sûr, tante Gladys. Elle a fait une pause. Je sais que je ne mérite pas d'être là. Ce n'est pas une question de mérite. Tu as demandé. C'est suffisant. La veille de l'événement, j'étais assise à la clinique après que tout le monde soit parti, vérifiant la liste de configuration, chaises en rangée, podium près de l'entrée, bannière accrochée droite. Diane m'avait aidé à écrire le discours. Je le répétais dans ma voiture toute la semaine, ce qui est aussi glamour que cela puisse paraître. Elle m'a appelé ce soir-là. Comment te sens-tu? Nerveuse à propos du discours. À propos de tout ça. Elle a été silencieuse un instant. Dis-leur pourquoi tu l'as construite. C'est suffisant. J'ai dormi 3 heures cette nuit-là. Je me suis réveillé à 5 heures. J'ai mis le chemisier blanc que j'avais acheté pour l'occasion. Rien de chic, juste propre et repassé. J'ai drapé mon stéthoscope autour de mon cou parce que ça semblait juste et j'ai conduit jusqu'à la clinique à l'aube. Quand je me suis garé sur le parking à 7 heures pour faire les vérifications finales, il n'y avait pas encore d'autres voitures. Le soleil se levait à peine sur les toits de l'avenue Livingston. La bannière flottait dans une légère brise. Puis à 8h15, j'ai regardé à l'extrémité du parking. Un camion, Ford F-150 bleu, autocollant des Marines sur le pare-chocs arrière. Mes mains ont cessé de bouger. Il était déjà là. Je ne suis pas allé au camion. Je suis allé à l'intérieur et j'ai fini de tout préparer. À 10 heures, le parking était plein.
Des vétérans en vestes usées debout à côté de journalistes avec des badges de presse. Des travailleurs sociaux avec lesquels j'avais établi un partenariat, des fonctionnaires locaux du bureau de la conseillère municipale. Rachel en robe d'été tenant un bouquet qu'elle avait apporté sans me le dire. Diane dans son meilleur cardigan, les yeux déjà brillants, et nous n'avions même pas commencé. Le docteur Weber a parlé en premier, bref, mesuré. Il a parlé du fossé dans les soins de santé des vétérans et de la façon dont l'entêtement d'une personne, il m'a regardé quand il a dit cela et la foule à Rio pouvait déplacer des montagnes. Puis Diane a coupé le ruban. Ses mains tremblaient sur les ciseaux et quand le tissu rouge est tombé, elle a pressé ses doigts sur ses lèvres et s'est détournée un instant. Puis ce fut mon tour. Je me suis approché du microphone. Plus de 40 visages. Certains d'entre eux avaient dormi dehors la semaine dernière. Certains d'entre eux étaient là parce que cette clinique était le premier endroit qui ne leur avait pas demandé de prouver qu'ils méritaient de l'aide. Il y a 12 ans, ai-je dit, j'ai dormi dans une voiture sans personne à appeler. Aujourd'hui, je suis ici pour m'assurer que personne dans cette salle ne se sente jamais aussi seul à nouveau. J'ai pris une respiration. Cette clinique ne concerne pas les secondes chances pour moi. Il s'agit de premières chances pour les gens que ce pays a oubliés. Je n'ai pas mentionné les Dubois. Pas un mot, pas un indice. Ce jour n'était pas pour eux. La foule a applaudi. Diane pleurait à chaudes larmes. Gladys se tenait au deuxième rang, serrant son sac à main, des larmes coulant sur son visage. Et à travers la foule, au-delà des journalistes et des vétérans sur les chaises pliantes, je l'ai vu. Gérard se tenait au bord du parking, casquette de baseball tirée bas, les mains dans les poches de sa veste, ne se rapprochant pas. Nos regards se sont croisés juste une seconde, à travers 12 mètres de béton et 12 ans de silence. Je n'ai pas marché vers lui. Je n'ai pas fait signe. Je n'ai pas détourné le regard. J'ai hoché la tête une fois, petit signe. Il a hoché la tête en retour. Puis il est resté là quelques minutes de plus pendant que la foule entrait pour la visite. Et puis il est monté dans son camion, a démarré le moteur et est parti. Après la visite, après les photos, après la dernière poignée de main et le dernier merci, la clinique s'est vidée. Rachel est partie avec une accolade qui a duré 30 secondes. Le docteur Weber m'a serré la main et a dit « Tu as bien fait, ma petite », ce qui, venant de lui, équivalait à une ovation debout. Megan m'a envoyé un SMS avec une série d'émojis cœur et un message vocal où elle pleurait. Gladys m'a tenu le visage dans ses deux mains avant de partir. « Tu viens chez moi pour Noël. Tu m'entends ? Je fais la tarte aux pacanes et personne ne dit non à ma tarte aux pacanes. » J'ai ri, un vrai rire pour la première fois de la journée. Puis, il n'y avait plus que moi et Diane. Nous nous sommes assis sur le banc en métal devant l'entrée principale. La bannière était toujours là. Quelques programmes égarés flottaient sur le sol. Le soleil se couchait derrière le centre commercial de l'autre côté de la rue et la lumière rendait tout ambré. Il est venu, ai-je dit. Il l'a fait. Je ne sais pas quoi en faire. Diane n'a pas répondu immédiatement. Elle a croisé les mains sur ses genoux, les mêmes mains qui m'avaient enveloppé dans une couverture sur un parking de bibliothèque il y a 12 ans. « Tu n'as rien à en faire », a-t-elle dit. « C'est à lui de le porter maintenant. » Et assise là, dans la lumière déclinante, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris auparavant. Pendant 12 ans, j'avais porté la vérité comme un poids attaché à mon dos. La lettre, la capture d'écran, les parkings, le silence, tout cela. La réponse n'était pas une vengeance. C'était moi rendant le poids à la personne qui l'avait créé. Tiens, c'est à toi. J'ai fini de le porter pour toi. Pour la première fois en 12 ans, je me suis senti légère. Pas parce que mon père avait pleuré dans son camion. Pas parce que Jocelyne avait été démasquée, pas parce que la famille savait enfin, mais parce que je ne portais plus la vérité seule. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, les bénévoles avaient laissé une carte sur mon bureau. 43 signatures, vétérans, personnel, amis. À l'intérieur, quelqu'un avait écrit « Tu nous as donné un endroit où appartenir ». Sur la table de réception, il y avait une enveloppe, sans nom. À l'intérieur, 500 francs en espèces et un bout de papier pour la clinique. Je l'ai mis dans la boîte à dons. Aucune exception, aucun traitement spécial, juste une autre contribution à un endroit qui existait parce que quelqu'un avait décidé qu'une fille sur un parking ne valait pas la peine qu'on se dérange.
Je ne vais pas rester ici et vous dire ce qu'il faut apprendre de mon histoire. Je ne pense pas qu'il soit de ma compétence de vous donner une leçon, mais je peux vous dire ce que j'ai appris en la vivant. Je ne raconte pas cette histoire pour que vous détestiez mon père. Gérard Dubois était un homme poussé par la peur. Il a perdu un frère d'armes à cause de la toxicomanie après la guerre du Golfe, il a vu un homme en qui il avait confiance se détruire une dose à la fois. Cette peur s'est nichée en lui et n'est jamais partie. Quand il a senti quelque chose dans la maison et a trouvé un sac dans le bureau de sa fille, toutes les alarmes de son corps se sont déclenchées à la fois. Il ne réfléchissait pas. Il réagissait à un fantôme d'il y a 30 ans. Il avait tort. Il avait tort de façon catastrophique et impardonnable. Mais je comprends la mécanique qui l'a rendu tort, et cela compte pour moi. Je ne raconte pas non plus cette histoire pour que vous ayez pitié de moi. J'ai une carrière, une clinique, une vie dont je suis fier. Je l'ai construite de mes propres mains sur une fondation posée par des gens qui m'ont choisi quand ma propre famille ne l'a pas fait. Ce n'est pas une tragédie. C'est de la résilience. Ce que je veux que vous reteniez, si quelque chose, c'est ceci. Vous avez le droit de fixer une limite sans écrire une justification de 5 pages pour cela. Vous avez le droit de dire que ce n'est pas acceptable, même lorsque tout le monde autour de vous a convenu de prétendre que ça l'est. Et vous avez le droit de refuser des retrouvailles conçues pour bénéficier aux personnes qui vous ont fait du mal, et non à la personne qui a été blessée. Le pardon est une porte. Je décide quand et si je l'ouvre. Et personne, peu importe combien ils pleurent, peu importe combien de mails ils envoient, ne peut la défoncer. Ce n'est pas de l'amertume. C'est juste savoir où je m'arrête et où il commence. Cela fait un peu plus d'1 an que j'ai envoyé cette réponse. La clinique se porte bien. Nous aidons plus de 200 vétérans par mois maintenant. Nous avons ajouté un thérapeute à temps partiel et un navigateur des avantages sociaux qui aident les gars à déposer leur demande VA. Le dernier trimestre, nous avons obtenu une subvention pour étendre nos heures le samedi. Ce n'est pas un travail glamour. La plupart des jours, ce sont des contrôles de tension artérielle et des renouvellements d'ordonnances et de longues conversations avec des gens qui ont juste besoin que quelqu'un reste avec eux pendant 10 minutes. Mais c'est la chose la plus importante que j'ai jamais faite. Je vois quelqu'un. Il s'appelle Kyle. C'est un pompier. Nous nous sommes rencontrés lors d'un salon de la santé communautaire. Il tenait le stand de sécurité incendie à côté de la table de notre clinique. Et nous nous sommes disputés pour savoir si les mannequins de RCP sont effrayants. Il est gentil et stable et il n'essaie pas de me réparer. Quand je lui ai raconté toute cette histoire, il n'a pas dit « tu devrais leur pardonner ». Il a dit « de quoi as-tu besoin ?» Et j'ai su. Mon père m'envoie un email une fois par mois, des messages courts, sans jamais forcer. Parfois, c'est une question sur la clinique. Parfois, c'est juste « je pense à toi ». Je réponds à environ la moitié d'entre eux. Nous ne nous sommes pas vus depuis l'inauguration. Notre relation, si on peut appeler ça comme ça, est comme 2 étrangers essayant de se souvenir d'une langue qu'ils partageaient autrefois. Maladroit, prudent, incertain. Ma mère et moi nous rencontrons tous les 2 mois, toujours dans un café, jamais à la maison des Dubois. Elle a commencé à voir un thérapeute, pour la première fois à 62 ans. Nous parlons de petites choses. Nous ne sommes pas encore prêts pour les grandes. Jocelyne ne s'est pas excusée, n'a pas pris contact, n'a rien reconnu. Je n'attends pas cela. Certaines personnes n'arrivent jamais à la vérité. Peu importe à quel point vous la présentez clairement, elles ne la verront pas. Diane est toujours ma famille. Elle le sera toujours. Elle déteste l'expression « deuxième maman ». Et chaque fois que je l'utilise, elle dit « je ne suis pas ta deuxième quoi que ce soit ». Je suis juste quelqu'un qui a répondu au téléphone. Mais elle sourit quand elle le dit. Et moi aussi. Encore une chose. Il y a quelques mois, j'ai découvert que ma mère, en utilisant son ancien faux compte Facebook, celui que Jocelyne utilisait pour la tenir, avait soumis une nomination anonyme pour le prix de l'infirmière de l'année de l'Ohio. Elle avait tapé une lettre sur mon travail, ma clinique, mes patients. Elle l'a soumise sous un nom que je ne reconnaissais pas. Je n'ai pas gagné. Mais j'ai lu le formulaire de nomination après qu'un collègue me l'ait transmis, et j'ai reconnu sa voix dans chaque phrase. Hésitante, prudente, pleine d'amour. Elle ne sait toujours pas comment livrer en personne. Elle essaie de la seule manière qu'elle connaît. Ce n'est pas suffisant.
Mais je le vois. Je garde toujours la Honda, la Civic 2003 avec le chauffage cassé. Elle n'a pas roulé depuis des années. La batterie est morte. Les pneus sont à plat. Il y a une buée permanente à l'intérieur du pare-brise que je ne pense pas qu'elle enlèvera jamais. Elle est garée dans le lot arrière derrière la clinique, coincée entre une benne à ordures et la clôture. Et chaque personne de mon équipe m'a demandé au moins une fois, ne la mettez-vous pas à la casse? Je la garde parce que j'en ai besoin là. Les jours difficiles, et il y en a encore des difficiles, même maintenant, je marche à l'arrière et je pose ma main sur le capot et je reste là 1 minute. Le métal est froid ou chaud selon la saison. Et dans tous les cas, cela me ramène à la fille sur le parking de Walmart, au sweat à capuche drapé sur ses jambes, au givre sur le pare-brise et au silence sur son téléphone, et aux 26 degrés qui ont failli l'emporter. Elle avait 18 ans. Elle était terrifiée et elle était complètement, totalement seule. Elle méritait d'être sauvée. Et parce que personne n'est venu, elle s'est sauvée elle-même. Si vous êtes dans cette voiture en ce moment, littéralement ou autrement, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'avez besoin de personne pour vous ouvrir la porte. Vous avez juste besoin de trouver la personne qui dira « Tu es en sécurité maintenant ». Et si vous ne trouvez pas cette personne pour l'instant, alors soyez cette personne pour vous-même parce que vous le pouvez. Je sais que vous le pouvez. J'en suis la preuve. Mon père m'a dit que je ne valais pas la peine qu'on se dérange. 12 ans plus tard, 200 vétérans par mois passent par mes portes parce que quelqu'un a décidé qu'ils en valaient la peine. Je m'appelle Aurélie Dubois. J'ai 30 ans et j'ai toujours valu la peine qu'on se dérange.